Bonjour à tous, c'est reparti pour un épisode où on va parler aujourd'hui de l'épigénétique pour voir le lien avec le traumatisme intergénérationnel. Donc l'idée c'est que on n'est pas seulement, on n'hérite pas seulement de nos parents des caractéristiques physiques, on hérite aussi de caractéristiques comportementales et on hérite également éventuellement de traumatismes. Donc, ce traumatisme peut venir s'exprimer différemment d'une personne à une autre. Vous pouvez avoir des frères et sœurs, ne pas être du tout sujet aux mêmes obstacles dans la vie ou aux mêmes démons internes. Par exemple, vous pouvez être soumis à des addictions et les autres personnes de votre famille sont épargnées, ou alors vous pouvez avoir tendance à faire des dépressions. Et c'est pas quelque chose nécessairement commun auprès de vos frères et sœurs, mais d'autres personnes dans votre famille subissent la même chose. C'est parce que, quand bien même on peut avoir les mêmes parents, on n'a jamais réellement les mêmes parents. Parce que notre relation avec nos parents est très personnelle et qu'elle va varier d'un enfant à un autre. Donc, peut-être qu'au moment où vous êtes né, vos parents étaient dans une certaine situation financière, dans un certain état d'esprit, et que quand vos frères et sœurs sont nés, l'énergie et l'environnement dans lequel eux ont grandi, même si vous n'étiez pas nécessairement conscient, c'était pas les mêmes dynamiques et vos parents ont changé, ont eux aussi grandi d'un enfant à un autre et donc n'ont pas nécessairement, même si je suis convaincue qu'ils démentent et sont convaincus qu'ils ont transmis à tous leurs enfants la même éducation, ils n'ont pas pu se présenter de la même manière. C'est le principe de l'évolution. On intègre des choses sans s'en rendre compte ou plus ou moins consciemment, mais notre manière de le retransmettre, du fait que on s'améliore en fait, on fait de notre mieux pour s'améliorer, donc notre manière de transmettre les choses va toujours varier. Ceci étant dit, en tant qu'enfant, nous sommes une mosaïque, non pas simplement de nos parents, mais de l'ensemble de notre famille au sens large. Donc vous pouvez par exemple avoir les yeux de votre grand-mère, vous pouvez avoir le sens de l'humour de votre grand-oncle, et ainsi de suite. Parce que c'est pas simplement deux parents, votre père et votre mère, qui allaient former un nouvel être, mais c'est une espèce de symbiose et une espèce de puzzle de l'ensemble de votre famille qui va venir vous constituer et selon votre environnement. Donc là encore, d'une personne à une autre, ça varie, selon vos frères et sœurs, ça va varier, mais différents gènes dans votre code ADN vont être activés pour venir faire vous, en fait, vous former. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous ne sommes pas que notre personnalité, nous sommes la collision, donc, de qui nous pensons être avec le reste de notre environnement. Donc là encore, vous pouvez avoir des frères et sœurs, avoir reçu une éducation relativement similaire, mais comme la collision entre votre âme, qui vous êtes, ne réagit pas de la même manière à l'environnement dans lequel vous avez grandi et à ce qu'on tente de vous inculquer, le résultat et ce qui va jaillir hors de vous, votre personnalité, d'une personne à une autre, ça ne sera pas la même chose. Et donc, ce qui est intéressant avec cette histoire de traumatisme intergénérationnel, c'est que souvent, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos parents, tout ça, de génération en génération, vous avez une façon de faire les choses qui est propre à votre famille. Votre famille est un univers en soi, un monde en lui-même, où vous avez votre façon de vous exprimer, votre manière de voir la vie, vos codes. Et finalement, chaque famille est sa propre petite civilisation. Et ensuite, quand vous allez vous présenter au monde extérieur, vous allez intégrer d'autres dynamiques selon, encore une fois, là où vous avez grandi. Parce que quelqu'un qui vit dans le 16e n'a pas les mêmes codes que quelqu'un qui vit à Bamako. Selon votre, on appelle ça votre seconde source de socialisation, en sociologie, j'appelle ça comme ça, vous n'allez pas recevoir les mêmes influences. Et ça aussi, ça va venir activer ou désactiver certains gènes en vous. Et donc, quand on va parler, par exemple, de propension à la délinquance ou de propension à prendre de la drogue, à avoir des addictions, votre environnement va aussi venir éventuellement activer ou désactiver des gènes dans votre personnalité. Et donc, ces désordres de traumatisme intergénérationnel, on peut utiliser l'analogie de la vaisselle. Donc, la vaisselle, si vous avez grandi avec des frères et sœurs, vous allez peut-être comprendre, c'est votre tour de faire la vaisselle. Donc, vous avez bien fait la vaisselle, vous avez bien fait le ménage, vous avez bien tout organisé. Et la semaine suivante, c'est au tour de votre frère ou de votre sœur de faire ses corvées. Et ils passent leur tour.
et refusent de faire ce que normalement ils sont supposés faire. Et vous vous retrouvez donc à avoir le choix entre soit faire la vaisselle à leur place, soit pour manger des céréales, vous allez devoir aller prendre une spatule en bois et une casserole à la place d'une cuillère et d'un bol. Tout ça parce que vous n'avez pas envie de faire la vaisselle à la place de votre frère ou de votre sœur, ok? Si vous avez grandi dans des familles nombreuses, vous allez comprendre. Mais en gros, l'idée, c'est que parfois, parce qu'on n'a pas envie de faire un travail qui est nécessaire, mais parce qu'on a le sentiment que c'est pas notre rôle, on va avoir tendance à mettre en place d'autres mécanismes de survie, quoi, pour passer le temps, passer cet obstacle et ne pas avoir à se confronter à la réalité de ce qui a besoin d'être fait. Souvent, dans les traumatismes intergénérationnels, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que vos parents ont très certainement bloqué des traumatismes intergénérationnels, mais vous, votre génération, vous allez vous retrouver à devoir faire, entre guillemets, la vaisselle que vos parents et vos grands-parents ont refusé de faire. Et donc, tous ces casseroles émotionnelles que votre famille se traîne, si vous n'y mettez pas un stop en mettant la main à la pâte et en vous disant que, OK, ça s'arrête avec moi, on va résoudre le problème, on va remettre les choses à leur place, à ce moment-là, ce sera à vos enfants ou potentiellement à vos petits-enfants de devoir résoudre le problème et faire cette vaisselle familiale qui représente ce qui vous encombre, les parties, les traumatismes héréditaires et intergénérationnels qu'on préfère mettre de côté parce que voilà, si on doit s'y atteler, ça va nous prendre du temps, c'est pas agréable, personne n'a envie de le faire. Mais une fois que les choses sont remises à leur place, tout le monde peut profiter des nouvelles ressources mises à disposition. Donc c'est pour ça que c'est important de résoudre le traumatisme intergénérationnel. C'est parce que c'est pas quelque chose qui va disparaître ou s'évaporer ou la voisine va venir et va se mettre à faire la vaisselle pour vous. Ça n'arrivera pas. C'est quelque chose de très personnel auquel il faut s'atteler. Parfois, les gens dans votre famille réalisent plus ou moins, enfin on a tous un regard différent sur la réalité, donc pas toujours dans les mêmes proportions et pas toujours dans les mêmes dimensions. Ils vont aussi savoir qu'il y a un problème, mais ce qui est intéressant dans cette vie, c'est que quand vous êtes capable de déceler une dissonance et quand vous êtes capable de discerner quelque chose qui devrait être différent, on gagne souvent plus de temps à se charger du problème par nous-mêmes plutôt que de devoir convaincre d'autres personnes de l'importance du travail devant être effectué. C'est pour ça, parfois, vous avez des conflits avec vos frères et sœurs quand vous êtes dans une famille qui est soumise et sujette à beaucoup de traumatismes intergénérationnels, puisqu'ils peuvent se développer de toutes les façons, en fait. Ça peut être au niveau du comportement, ça peut être au niveau d'un problème de finances, ça peut être au niveau d'un problème d'abus, de violence, dans les excès, que ce soit de drogue, de même physique. Enfin, on peut vraiment partir dans tous les sens avec ce problème de traumatisme intergénérationnel. Parfois, généralement, ça ronge le nerf de la cellule familiale, donc les gens en sont plus ou moins conscients, mais ce qui se passe, généralement, c'est que les gens vont développer, un peu comme quand vous allez chercher une statue en bois, une casserole au lieu de faire la vaisselle, les gens vont aller chercher des mécanismes de défense pour faire diversion et ne pas avoir à se confronter au fond du problème. Il y a généralement, au-delà d'une dimension physique, donc avec cette histoire d'hérédité, et de gènes, on parle aussi souvent d'épigénétique, donc ça va être quand votre environnement vient modifier votre réponse sans nécessairement modifier la séquence de votre ADN, mais ça vient quand même inscrire des changements dans l'ensemble de votre métabolisme. Donc il va y avoir par exemple des problèmes épigénétiques qui vont venir activer les gènes du diabète, les gènes de l'obésité, les gènes de maladies cardiovasculaires. En gros, il faut voir ça, l'épigénétique, comme vos gènes sont capables de tout. Vous êtes capable demain de devenir un super-héros ou d'être extraordinairement malade. Toutes ces possibilités de comment vous pouvez tourner sont déjà dans votre code génétique. Et en gros, l'épigénétique, ça va être cet environnement, les énergies qui sont autour de vous, les influences auxquelles vous êtes soumises, toutes les influences énergétiques, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire pas seulement la manière dont les gens vont vous parler, mais aussi est-ce que vous habitez dans un endroit qui est très pollué, est-ce que vous mangez organique, est-ce que vous êtes exposé suffisamment à la lumière du soleil, naturelle, ce genre de choses. Tout ça, ça va venir influer sur votre code génétique et sur votre environnement épigénétique. Et ça va venir s'inscrire de génération en génération, un peu comme l'eau salée vient éroder la roche et qu'au fil du temps, on voit son passage et on réalise à quel point c'est venu ronger
quelque chose qui initialement était solide, si vous faites pas attention à votre environnement, il va y avoir un petit peu ce même effet aussi, où finalement, votre environnement ne vient pas vous nourrir, mais vient éroder la nature de qui vous êtes réellement à la base. Donc c'est pour ça que, de toute manière, quand il y a un traumatisme intergénérationnel, même si dans votre tête, vous vous dites pas, ah, ma mère se comporte hyper mal, parce que elle est en train de subir un cycle intergénérationnel et qu'elle est en train inconsciemment d'affronter ce traumatisme, vous vous dites très certainement, c'est la vie, elle est comme ça. Pourtant, on ressent, il y a comme une intuition, il y a comme quelque chose qui, dans votre conscience, qui va essayer de vous prévenir et d'attirer votre attention sur le fait que, ok, en fait, vous n'êtes pas en train de dealer avec quelqu'un et ses travers personnels, mais vous êtes en train de dealer avec les démons de cette personne-là qui, en fait, se manifestent à travers les traumatismes, à travers les blocages, à travers les conflits. L'une des manières de savoir ça, c'est souvent quand vous grandissez dans une famille avec des traumatismes intergénérationnels. En fait, ce qui est extraordinairement frustrant, c'est que votre père, votre mère, votre oncle, que sais-je, vont savoir avec certaines personnes qui généralement ne sont pas dans la famille, et parfois dans la famille quand ils manipulent, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de jeux de pouvoir à petite échelle, souvent quand il y a des traumatismes intergénérationnels, tous les démons viennent jouer, quoi. Donc c'est porte ouverte un petit peu à tous les coups bas. Donc parfois ils vont essayer aussi de manipuler des gens dans votre famille, mais généralement ce sont des gens avec le monde extérieur, donc les gens qui ne sont pas confrontés à leurs démons au quotidien. Ils vont savoir mettre les formes, ils vont savoir discuter avec les gens, ils vont savoir comment ne pas être un monstre d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'échelle du problème auquel vous êtes confronté. Mais je veux dire, c'est des gens qui vont savoir à certains moments se canaliser. Et c'est comme ça que tu sais que tu es en train de gérer un traumatisme intergénérationnel avec un petit peu les bons esprits ou les anges en toi qui viennent irriter les démons de cette personne. Et quand cette personne-là n'est pas, dit triggered en anglais, quand cette personne-là n'est pas confrontée à quelque chose qui vient vaguement évoquer sa colère de près ou de loin, ces gens-là savent comment se comporter. Donc parfois, vous avez des traumatismes intergénérationnels qui sont sous une certaine forme aussi des attaques spirituelles. C'est-à-dire que, encore une fois, vous n'êtes pas juste en train de gérer le problème d'une relation mère-fille, une relation père-fils, ou fils-père, fils-mère, qu'importe. C'est à un niveau spirituel. Donc c'est le gène, les gènes pas dans le sens génétique, mais dans le sens des blocages que votre parent a expérimenté. J'essaie de trouver mon français. Tous les blocages auxquels vos parents ont été confrontés durant leur vie, souvent, donc, de génération en génération, donc traumatismes ou émotions qu'ils n'ont pas eu le temps encore de digérer, qu'ils ont subi de la part de leurs propres parents, grands-parents, et ainsi de suite. Souvent, en fait, vous allez vous retrouver à devoir gérer comme c'est très fort dit comme ça, mais comme un démon qui a pris en puissance de génération en génération, qui est habitué à s'alimenter d'une certaine énergie familiale qui est toxique et qui, en fait, grandit sur les traumatismes. Donc, si vous voulez, pour bien comprendre, il faut vous dire que quand vous ne naissez pas, je sais que l'imaginaire collectif dit que voilà, l'homme avec un grand H, on est imparfait, ceci, cela. En réalité, c'est pas tout à fait exact. Un enfant naît pur, naît d'une certaine manière parfait, et c'est la civilisation ou socialisation de ses parents qui vont parfois venir orienter l'enfant, mais du coup aussi souvent brusquer sa vraie nature et brusquer son âme parce qu'on essaie de le faire entrer dans les cases de la société selon l'époque et les règles de l'époque dans laquelle on vit. Mais c'est quelque chose d'extraordinairement arbitraire et c'est toujours un construct. Donc c'est un construct fait pour qu'on soit égaux. Quand même, on voit que c'est un système qui a ses limites, mais l'idée de base, c'est ça, c'est qu'on s'est dit, on va arriver avec un ensemble de lois, un ensemble de régulations, et les enfants, on va essayer de faire en sorte que tout le monde rentre dans le moule. On voit que ça a ses limites parce qu'il s'avère que très souvent, les enfants arrivent sur Terre en réalité avec un savoir plus élevé en termes de spiritualité que leurs parents. Ils sont envoyés à leur famille pour que les parents puissent apprendre de leurs enfants, pas d'une manière où ils sont assujettis à leur enfant et politiques de l'enfant roi, pas du tout, mais vraiment avec un recul et une certaine humilité qui en fait devrait aider à recalibrer et recadrer l'humanité. Mais comme ça, quand vous naissez dans une famille avec des traumatismes intergénérationnels
il y a une confusion au niveau de l'interprétation des émotions. Donc, quand vous êtes un enfant assuré, que vous êtes un enfant avec une certaine conscience, un enfant «adulte» entre guillemets, vos parents, ça peut les intimider, ça peut déclencher en eux des peurs. Le fait que vous soyez un enfant capable de s'exprimer ou un enfant avec une certaine, perspicacité, ça peut les renvoyer à la honte. La honte, la culpabilité, la colère, le regard des autres, avec parfois des familles qui se permettent de faire des réflexions n'ayant aucun rapport avec la réalité, mais suggérant que donc vous êtes un enfant mal élevé, ceci, cela. Et les parents, dans l'espoir de canaliser les on-dit et de s'abriter du regard des gens qui les renvoient à leurs propres insécurités d'enfants, avec leurs parents qui ne les ont pas nécessairement entendus, avec des parents qui ne les ont pas nécessairement encouragés dans leurs rêves, et ainsi de suite. En fait, ils viennent projeter tout ça sur l'enfant et projeter éventuellement tout ça sur vous, alors qu'initialement, vous étiez intact. Mais toutes ces critiques, tous ces moments où vous faites rabaisser, tous ces moments où, en fait, vous êtes énergétiquement et même la joie, c'est-à-dire la fréquence de la joie, la fréquence du bonheur, quand vous êtes heureux, vous n'êtes pas sur la même vibration que quand vous êtes en dépression, vous vous en doutez bien, mais les enfants, généralement, sont très heureux. Et quand quand les parents, pardon, viennent casser ça pour des raisons qui n'en sont pas, en fait, ils font tout le contraire d'élever leur enfant. D'accord? On est censé élever les enfants. Bien souvent, à travers l'éducation, ce que les parents font, c'est rabaisser leurs enfants. Parce que ils sont dans des cycles intergénérationnels où ils reproduisent des traumatismes. Souvent, ça se fait vraiment inconsciemment. C'est-à-dire que la violence est devenue comme un réflexe. Ça a été intégré et présenté à leur esprit comme si c'était ça l'éducation, parce que leurs grands-parents et leurs parents faisaient la même chose, et que voilà, on est dans une répétition des cycles. Bien souvent, pour mettre un terme à ces traumatismes intergénérationnels, c'est pour ça qu'il faut une rupture. D'une manière ou d'une autre, la rupture, elle n'est pas toujours physique, c'est pas toujours tu prends ton sac et tu déménages en Australie pour faire un break et tu vois couper les ponts. Parfois, c'est une rupture énergétique, c'est aussi prendre de la distance, c'est se repositionner dans cette relation qui est dysfonctionnelle. On n'a pas tous la même définition de ce qu'est un traumatisme. Et dans une certaine dimension, on peut dire que tout le monde a plus ou moins été traumatisé, quand bien même il y a des niveaux. C'est pas tout le monde qui est à l'aise à l'idée de dire qu'ils ont vécu des traumatismes. Parce que souvent, encore une fois, dans ces familles où ce sont des traumatismes intergénérationnels, ils ont vu leurs parents se sacrifier, en partie de manière véridique, c'est-à-dire une vraie partie d'eux qui était dévouée à leur famille, une vraie partie d'eux qui faisait tout pour que leurs enfants et leur foyer vivent dans de bonnes conditions au maximum de leur capacité avec les moyens et les ressources auxquelles ils avaient accès. Mais parfois, encore une fois, il y a une partie d'eux qui va utiliser l'excuse de l'éducation pour en fait mettre en exergue la violence des traumatismes qui est une énergie aussi, quoi. Toutes les énergies, l'énergie ça disparaît jamais, c'est toujours transmis ou transcendé. Donc quand vos parents ont subi des décennies de violence de la part d'autres membres de leur famille, parfois ils sont immigrés, ils ont subi aussi la violence en arrivant dans un nouveau pays ou autre. Ah, j'ai oublié de le micro, j'espère que ça va enregistrer le son. Je viens de réaliser. Ah, je vais avoir trop le seum si le son est pas bon, quoi. Bon, j'ai acheté un micro spécialement pour cette podcast. On verra. Tant pis, je continue de parler au cas où. Je verrai ça plus tard. Bon, en gros, éventuellement, ils ont aussi été soumis à d'autres formes de violence. Donc, en fait, il y a toute cette énergie-là. Tant que personne, tant qu'ils n'ont pas vu le travail sur eux-mêmes, mais c'est très récent, hein, encore une fois, cette idée de traumatisme intergénérationnel, il y a encore 20 ans, on disait c'est la vie. Quand les gens se comportaient de manière complètement aberrante, on se disait pas tiens, c'est l'expression d'un traumatisme enfoui et tout. Donc, mais le fait est que c'est aussi en partie ça. Donc, quand vos parents se retrouvent avec toute cette violence et qui vont inconsciemment, involontairement vous en retransmettre une partie, en fait, vous vous retrouvez dans une dynamique où vous devez prendre le recul nécessaire sur cette dette émotionnelle. Parce que bien souvent, vous vous sentez redevable du fait que vos parents vous ont élevé, alors que bon, on est quand même d'accord que c'est pas vous qui avez demandé à naître. C'est pas vous qui êtes allé taper à la porte de vos parents. Voilà, il y a quand même cette idée il faut être redevable. Et souvent, dans les familles où vous avez été extraordinairement traumatisés, ce sont les familles où la culpabilité, la honte vont être le plus utilisées comme des leviers pour vous manipuler dans un sens ou dans un autre, et puis aussi pour vous maintenir à distance quant à ce que vous avez le droit de réclamer, parce que comme vos parents sont pas nécessairement, que ce soit pour une raison financière ou parce que émotionnellement ils sont indisponibles, ils n'ont pas toujours les ressources et les moyens de répondre à vos attentes, à vos questions, et du coup, c'est pareil, ils n'ont pas eu les codes pour vous dire
les choses d'une manière où vous vous sentez entendu, respecté, sentez protégé, souvent ils vont vous repousser avec beaucoup de violence et vous faire comprendre qu'en fait, vous êtes un problème, vous êtes un fardeau, vous en demandez trop, vous êtes un gamin qui réclamait trop d'attention, vous êtes ingrat, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc, ils vont utiliser la honte, la culpabilité pour vous canaliser et vous grandissez avec une dette émotionnelle où vous vous sentez redevable envers parfois littéralement de l'abus, quoi. Mais ça n'a pas été présenté comme ça. Vous ne l'avez très certainement pas intégré comme ça parce que les enfants sont des êtres, encore une fois, remplis d'amour. Donc, souvent, vous avez des enfants qui sont maltraités, abusés, mais toute une vie, ils sont habitués à être le bouc émissaire de leur famille. Et c'est uniquement quand ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois même encore plus tard, que parfois leurs parents sont décédés, qu'il y a toute une restructuration de leur cellule familiale, que là, leur système nerveux va pouvoir en fait avoir l'espace de commencer à s'exprimer et qu'au bout de, ça prend au moins minimum 2 ans, un système nerveux à se réguler. Donc 2 ans, 4 ans, 6 ans plus tard, parfois sur une période d'une décennie, ces gens-là, ils vont commencer à avoir des flashbacks, ils vont commencer à réaliser en fait tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont enduré pendant toutes ces années, toute cette énergie qu'ils ont absorbée, un peu comme, on parle souvent de bébé pansement, quand, vous savez, quand les gens font un couple, quand un couple fait un enfant pour essayer de résoudre leur problème de couple, là, c'est un petit peu un bébé trauma où en fait, vous, en tant que personne supposée briser tous ces traumatismes intergénérationnels, vous avez emmagasiné une quantité de traumatismes hors du commun et bah, c'est un peu votre tour, pour reprendre l'analogie du début, de faire la vaisselle et vous vous trouvez à devoir remettre en place toute une panoplie et toute une batterie de violence qui, si vous ne la remettez pas à sa place, peut fuiter vers la prochaine génération et donc potentiellement vers vos enfants. Donc en fait, c'est un grand jeu de conscience, cette histoire de traumatisme intergénérationnel, et de localiser la source et la racine du problème, ce qui peut être très difficile quand vous avez encore une fois cette dette émotionnelle qui vous empêche de dire « Ah, même si j'aime mon père, même si j'aime ma mère, tout ce qui s'est passé là, bah c'était pas normal. » Vous voyez ? Il faut être capable de prendre cette distance pour remettre les choses à leur place. La première étape pour résoudre un problème, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Quand vous êtes dans une dynamique où, en fait, vous vendez avec vos parents cette histoire familiale, parce que toutes les familles ont une histoire familiale, mais quand vous prétendez être une famille parfaite, alors qu'en réalité, vos parents étaient alcooliques, vous vous faisiez frapper, il y a eu des violences, peut-être des abus, ceci, cela, en fait, vous êtes en train de vous vendre un mensonge que votre système nerveux n'avalera jamais, parce que le corps garde la mémoire, le corps garde le score, quand bien même votre esprit parfois, parce que en fait, votre cerveau, on pense que c'est pour réfléchir, mais votre cerveau n'est bon à presque rien d'autre qu'oublier. Votre cerveau adore oublier. Tout ce qui n'est pas utile à votre survie, votre cerveau le mettra de côté et passera à autre chose. Donc c'est pour ça que souvent quand tu es enfermé dans une cellule familiale, où toute cette pression, toutes ces dettes émotionnelles, en fait, ton cerveau va mettre de côté pendant un moment le fait qu'il y a un vrai problème. Mais à partir du moment où ce problème-là, ce traumatisme qui va venir s'exprimer d'une personne à une autre d'une manière très différente, mais quand tout ça, ça va remonter à la surface, on reprend cette analogie, c'est vraiment l'heure de faire la vaisselle parce que sinon, ça va encombrer l'ensemble de ton paysage mental, spirituel et émotionnel d'une génération à une autre potentiellement. Dans une deuxième partie, voyons comment, en fait, votre corps, que ce soit des problèmes émotionnels ou psychologiques, va aussi venir trahir et traduire ces traumatismes intergénérationnels. Parce que quand bien même ce sont vos parents qui ont vécu des chocs, en fait, vous êtes une extension de vos parents, vous êtes une extension de votre grande famille, et tout, c'est drôle quoi, c'est vraiment ce côté miroir aussi, tout ce que eux ne voient pas pour eux-mêmes, vous allez le refléter de manière consciente ou inconsciente. Ok, j'espère que c'était clair pour la première partie. Je voulais vous parler d'une première partie épigénétique, traumatisme intergénérationnel et cette histoire d'hérédité émotionnelle. Donc je sais pas si là vous avez le tableau, on enchaîne.